Dans cette vidéo, nous parlerons d'une femme bien mystérieuse et énigmatique du nom de Ozen et de son apprenti Marulk. J'ai fait au mieux pour reconstruire son histoire avec ce que l'on sait sur elle, sans spoiler au-delà de la saison 2 et du tome 10 de Made in Abyss, avec quelques infos sur les personnages et quelques hypothèses que j'ai pu découvrir au cours de mes recherches, en espérant que cela vous plaira, donc sans perdre plus de temps, allons-y. L'histoire d'Ozen, du moins ce que l'on sait sur elle, commence il y a plus de 50 ans avant le début de l'œuvre, mais à cette époque elle était déjà sifflet blanc. Ce qui laisse penser qu'elle est bien plus ancienne encore et qu'elle pourrait même être la toute première des 5 grands sifflets blancs que l'on connaît aujourd'hui. C'est lors d'une conversation entre Abo, Shigi et Nat que l'on apprend par Abo que les exploits et les rumeurs autour d'Ozen circulaient déjà il y a une bonne cinquantaine d'années. On peut donc en déduire qu'Ozen explorait l'abysse depuis au moins une bonne centaine d'années voire plus. Les rumeurs à son sujet, notamment sur sa force surhumaine, circulaient déjà parmi les caverniers à cette époque. Nat fait alors remarquer à Abo qu'elle doit être méga vieille. Ce à quoi Abo répond que malgré son âge, elle est étonnamment bien conservée et qu'elle reste une femme tout simplement exceptionnelle. À une date encore inconnue, Ozen rencontre une jeune orpheline du nom de Lisa à l'orphelinat de Bercello qui portait à cette époque un sifflet rouge. Déterminée, Lisa choisira Ozen comme mentor avec pour objectif de devenir à son tour sifflet blanc. Malgré les refus répétés et les coups qu'Ozen lui inflige pour la repousser, la jeune fille ne renoncera pas et continuera à la suivre, fascinée par les nombreuses cicatrices qui marquent son corps ainsi que par certaines parties de son crâne qu'Ozen parvient tant bien que mal à dissimuler grâce à son habileté en coiffure. Quelques années passent et Lisa, toujours aux côtés d'Ozen, finit par devenir à son tour un sifflet noir, preuve de sa progression rapide. Malgré cela, Ozen lui fait remarquer qu'elle a encore des progrès à faire, notamment parce qu'elle pleure encore sous ses coups malgré son nouveau statut au sein des caverniers. Elle lui conseille alors de se préparer à descendre avec elle au 4e niveau de l'abysse, lui annonçant sans détour que là-bas elle va pleurer des larmes de sang et qu'elle a hâte de voir ça. Loin d'être effrayée, Lisa se montre enthousiaste à l'idée de l'accompagner, allant même jusqu'à dire qu'Ozen est un cas désespéré mais qu'elle n'aurait pas pu rêver d'un meilleur mentor. À une date là aussi inconnue, Lisa, toujours aux côtés d'Ozen, finira par devenir elle aussi un sifflet blanc et dirigera son propre groupe d'exploration composé de plusieurs sifflets noirs. Lors d'une mission dont on ignore les détails, Ozen sera gravement blessé. En la voyant dans cet état, Lisa perdra tout contrôle, jurant de la venger et de tuer tous ceux qui ont osé s'en prendre à elle. Par la suite, Ozen et Lisa passeront du temps ensemble entre expéditions dans l'abysse et moments à faire la fête. Lisa développera un attachement particulier pour un endroit du 4e niveau où s'étend à perte de vue de vastes champs de fleurs d'horizon éternelle. Puis un jour, Lisa tombera amoureuse et finira par se mariée avec l'un des sifflets noirs de son groupe du nom de Toka. Elle le présentera à Ozen qui sera sous le choc, ne se montrant pas vraiment enthousiaste face à cette union. Un peu plus tard, l'existence d'une relique connue sous le nom de cloche silencieuse sera découverte dans une zone extrêmement difficile d'accès dans la 4e couche de l'abysse. L'information se répandra rapidement à travers les différentes nations, déclenchant une forte concurrence ainsi que de nombreux affrontements entre groupes de caverniers cherchant à se l'approprier. Il y a environ 12 ans, voire plus, Lisa, récemment tombée enceinte, sera envoyée en mission pour récupérer la cloche silencieuse accompagnée de son groupe ainsi que d'Ozen. Durant cette période, plusieurs affrontements éclateront, notamment entre plusieurs caverniers et certaines Mendumbra. C'est au cours d'un moment de répit dans la 4e couche de l'abysse que Lisa, Ozen et Toka passeront un moment ensemble. Toka demandera alors à Lisa si l'objet qu'elle tient appartient à ceux qui les ont attaqués. Elle lui répondra que oui, en expliquant qu'il existe des caverniers sans sifflet mais aussi de simples vauriens sans scrupules. Ozen viendra les rejoindre et sa présence impressionnera légèrement Toka avant qu'elle ne soit appelée par d'autres membres du groupe. Lisa et Toka échangeront ensuite quelques mots au sujet d'Ozen évoquant son caractère toujours aussi froid. Puis Lisa lui expliquera la suite de leur trajet, précisant qu'ils passeront par un endroit qu'elle affectionne particulièrement rempli d'horizons éternels. Elle lui confiera qu'elle a hâte de montrer cet endroit à l'enfant qu'elle attend et qu'un jour peut-être il voudra lui aussi le découvrir par lui-même. Malheureusement par la suite le groupe de Lisa sera entièrement décimé et son mari Toka y perdra la vie, il ne restera alors plus qu'elle et Ozen. C'est également durant cette période que Lisa, encore dans l'abysse, donnera naissance à son enfant qui viendra malheureusement au monde déjà mort. Ozen restera à ses côtés mais accablé par la douleur, Lisa lui demandera de la laisser seule un moment. Dévastée et ne sachant pas quoi faire de cet enfant, Ozen décidera de le placer dans une relique, le panier protecteur que Lisa avait emporté avec elle pour sa mission. Exaspérée par la situation, par la mort de Toka et celle de l'enfant et d'avoir dû jouer les sages-femmes, Ozen laissera éclater sa frustration et déplorera que Lisa ait dû endurer autant de souffrances. Épuisée, elle se demandera même si elle ne ferait pas mieux d'abandonner la relique et de remonter la cloche avec Lisa, mais c'est à cet instant qu'elle entendra de faibles gémissements provenant de l'intérieur du panier protecteur. Suite à cela, Lisa prendra la décision d'abandonner la cloche silencieuse, choisissant de ramener son enfant à la surface avec l'aide de la force d'Ozen. Elle renoncera ainsi à sa mission, laissant derrière elle le corps de ses camarades et de son mari. Une fois remontée à la surface, elle se rendra à l'orphelinat de Bercello, là où se trouve son jeune apprenti du nom de Jiruo. Elle prendra alors la décision de lui confier son enfant afin qu'il puisse grandir en sécurité.
La cloche silencieuse est une relique de classe spéciale. Elle sera découverte par un groupe de caverniers encore inconnus dans une partie inaccessible au 4e niveau de l'abysse. L'information de son emplacement sera divulguée à plusieurs nations, ce qui déclenchera une concurrence féroce pour la récupérer, avec la formation de nombreux groupes d'explorateurs voulant se l'approprier, de même qu'il semble que Bondold enverra certaines de ses mains d'Umbra pour en prendre possession, mais face à Ozen et Alisa, ces groupes seront décimés. La cloche est capable d'arrêter le temps pour toutes les personnes autres que l'utilisateur à l'intérieur d'un périmètre déterminé par son volume sonore, ce qui signifie que plus le son émis est fort, plus la zone est grande. La durée de l'arrêt du temps dépend de la durée de la réverbération sonore qu'elle émet. Mais les ondes que crée la cloche sont différentes des ondes sonores que l'on connaît. De plus, seul l'utilisateur peut voir ces ondulations sonores et les entendre, contrairement aux victimes qui subissent cet arrêt du temps. La cloche sera laissée quand même sur place bien cachée, puis récupérée par Ozen et Lisa par la suite. Quelque temps plus tard, lors d'une discussion entre Ozen et Lisa, cette dernière lui confiera que son enfant semble déjà attiré par l'abysse. Lisa la remerciera également de l'avoir sauvé, évoquant au passage les difficultés que rencontre son jeune apprenti à s'occuper de lui. Ozen lui répondra que c'est une bonne chose et que ça lui fera les jambes, mais intriguée, elle demandera qui est cet apprenti. Lisa lui expliquera qu'il s'appelle Jiruo. Ozen se souviendra alors de lui, notamment du fait qu'il avait préféré Lisa plutôt qu'elle. Elle ajoutera que si l'enfant est toujours en vie, c'est que sans doute Jiruo a su garder le secret de sa naissance, car autrement beaucoup auraient cherché à s'en emparer pour l'étudier ou pour en tirer profit. Lisa affirmera alors que son enfant est entre de bonnes mains et que même si elle ne le montre pas, elle tient énormément à Rico. Elle dira même que sa fille a bien plus de valeur que toutes les reliques de l'abysse réunies et qu'elle doit sa survie à une multitude de miracles inestimables. Cependant, elle reconnaît que rester à ses côtés risquerait d'empêcher Rico de suivre son propre chemin si un jour elle souhaitait partir à l'aventure, et qu'en restant, elle finirait elle-même par s'éloigner de l'abysse. C'est pourquoi, avant que cela n'arrive, elle préfère partir et laisser à Rico la liberté de choisir. Ces paroles feront rire Ozen, qui lui demandera de lui épargner son discours sentimental et de simplement admettre qu'elle a envie de retourner dans l'abysse. Lisa lui répondra alors que si un jour sa fille vient la voir pour s'y aventurer, elle devra lui dire la vérité. Ozen lui demandera ce qu'elle est censée lui dire, que Rico est un cadavre ambulant. Lisa lui répondra que oui exactement, mais pas seulement. Elle devra aussi lui parler des miracles incroyables auxquels elle doit la vie ainsi que des conseils pour surmonter les épreuves qui l'attendent. Ozen répliquera qu'elle lui en demande trop, mais si c'est simplement pour l'envoyer la rejoindre dans les profondeurs, alors ça, elle veut bien le faire. C'est suite à cet échange que Lisa entamera sa dernière plongée dans l'abysse et partira définitivement. De son côté, Ozen s'installera à la deuxième couche de l'abysse au poste d'observation où elle restera avec son groupe de caverniers composé de 3 membres. Il y a environ 8 ans avant le début de l'œuvre, une expédition venue de Jeswiku à bord d'un dirigeable tentera de pénétrer dans l'abysse pour une raison inconnue. Malheureusement, un incident technique surviendra à bord provoquant le crash de l'appareil non loin de la grande fissure au plus bas de la deuxième couche de l'abysse. Ozen et son équipe de caverniers se rendront alors sur les lieux afin de comprendre ce qu'il s'est passé. Parmi les débris, un jeune enfant sera le seul survivant de l'accident, enfermé dans une sorte de placard. Autour de lui reposeront les corps sans vie de l'équipage, y compris celui de son père. Il se demandera alors si lui aussi il va finir comme eux. C'est à ce moment qu'une créature s'approchera du corps de son père et commencera à le dévorer sous ses yeux. Terrifié, l'enfant se bouchera les oreilles et fermera les yeux pour ne pas assister à cette scène d'horreur. Une fois la créature partie, il ne restera plus rien. Peu de temps après, Ozen et son groupe arriveront sur les lieux du crash pour inspecter les débris. L'enfant encore caché se demandera qui ils sont, tandis qu'Ozen commencera à fouiller les restes à la recherche d'éventuels survivants ou de quelque chose à récupérer. C'est ainsi qu'elle remarquera le jeune survivant, surprise de constater qu'il reste encore quelqu'un en vie. Elle s'approchera de lui en repoussant les débris sur son passage. Elle lui fera remarquer avec son ton habituel qu'il semble bien installé dans son placard. Elle ajoutera que s'il reste ici, il finira comme les autres ou servira simplement d'engrais pour la terre. Elle précisera aussi avoir entendu que les habitants de Jeswiku peuvent comprendre leur langue. Ozen lui dira alors que s'il veut survivre, il doit sortir et la suivre. Face à l'absence de réaction, elle fera mine de partir. C'est alors que l'enfant, à bout de force, tentera de la suivre avant de s'effondrer au sol. Ozen le trouvera pathétique et lui souhaitera la bienvenue dans l'abysse, puis décidera malgré tout de le récupérer et de le ramener avec elle au poste d'observation de la forêt inversée. Cet enfant qui sera connu plus tard sous le nom de Marulk deviendra alors l'apprenti d'Ozen et vivra à ses côtés. Même si son mentor a une personnalité particulière, Marulk finira par s'attacher à elle malgré ses comportements étranges et parfois déroutants, occupant une place très particulière au sein du quotidien d'Ozen. Le temps passera, puis un jour, Ozen demandera à Marulk d'aller faire la chambre des 3 caverniers qui logent au poste d'observation du 2e niveau. Marulk lui demandera s'il a vraiment le droit d'entrer dans leur chambre en leur absence. Ozen lui répondra que oui et qu'il doit y aller malgré tout. Car sinon, ces 3 idiots ne le feront jamais eux-mêmes. C'est ainsi que Marulk s'armera de divers outils de nettoyage pour aller remettre un peu d'ordre. Il commencera par la chambre de Yelme qui sera dans un état catastrophique avec des posters et des papiers éparpillés partout au sol. En nettoyant, Marulk tombera sur certaines images plutôt coquines, ce qui le surprendra un peu. Il poursuivra son rangement avant de découvrir
découvrir 2 reliques ovales, roses et très souples sans comprendre à quoi elles peuvent bien servir. Une fois fini, Marulk se rendra ensuite dans la seconde chambre, celle de Zappo. Elle commencera à ranger les barils et les caisses puis passera un coup de balai avant de remarquer que la pièce manque cruellement d'aération. En voyant la fenêtre située en hauteur, elle tentera de monter sur les branches, mais manquera de chuter et se retrouvera un instant la tête à l'envers, le futon de Zappo entre les mains avant de réussir finalement à tout étendre dehors à l'air libre. Enfin, Marulk ira dans la chambre de Simred où il découvrira une accumulation impressionnante de linge sale et de chaussettes dispersées un peu partout. En tirant les vêtements coincés sous le lit, elle fera tomber un amas d'affaires sales envahi de champignons et d'insectes grouillants. Complètement dépassée par tant de saleté, la pauvre Marulk abandonnera et ira prendre une douche se disant que la chambre de ces trolls est encore bien pire que l'abysse lui-même. Quelques mois passeront et Marulk se retrouvera à Horse protégé du soleil par son ombrelle avec une liste de courses entre les mains. C'est Ozen qui l'aura envoyé faire des achats à sa place prétextant avoir autre chose à faire tout en la prévenant que s'il se trompe il sera puni, sacré Ozen. De son côté, Marulk aura du mal à comprendre la carte que sa maîtresse lui a dessinée. En chemin, une bête de la ville lui fera peur et elle lâchera son parapluie. C'est alors qu'elle rencontrera Nat qui le ramassera et lui rendra. En regardant sa carte, Nat pensera savoir où Marulk doit se rendre et décidera de l'accompagner. Marulk le remerciera puis les deux échangeront leurs noms. Nat sera surpris trouvant que Marulk porte un nom plutôt masculin mais n'y prêtera pas plus attention. Il lui expliquera que l'endroit qu'il cherche se trouve plus haut et qu'il connaît un raccourci pour y aller plus vite. Marulk lui dira qu'il semble bien connaître la ville, ce à quoi Nat répondra qu'il la connaît comme sa poche. Elle lui dira alors qu'elle est contente de l'avoir rencontré, ce qui fera rougir Nat un peu gêné. En chemin, il ne pourra s'empêcher de trouver Marulk très jolie, ce qui le troublera un petit peu. Après avoir marché un moment, ils arriveront devant une petite rivière. Nat demandera à Marulk s'il peut sauter seul, ce à quoi il lui répondra que oui. Mais au moment de sauter, une rafale de vent s'engouffrera dans son parapluie, l'emportant avec lui. Nat le rattrapera de justesse et le ramènera à lui. Les deux se retrouveront alors à l'ombre, très proches l'un de l'autre. Nat remarquera que Marulk sent étonnamment bon, ce qui le mettra encore plus mal à l'aise. Gêné par la situation, il reculera aussitôt en s'excusant. Finalement, ils arriveront à destination. Nat lui expliquera qu'il s'agit de la boutique de Abo. Marulk le remerciera pour son aide, ajoutant qu'il a une dette envers lui et qu'il l'aidera en retour si l'occasion se présente. Embarrassé, Nat lui dira simplement de se dépêcher avant de partir. Marulk le regardera s'éloigner tandis que Nat se retournera une dernière fois pour jeter un regard dans sa direction avant qu'ils ne se séparent. Mais ce que Marulk ne savait pas, c'est qu'Ozen les observait en cachette depuis le début. Et face à la situation, elle ne pourra s'empêcher d'éclater de rire, décidément sacré Ozen. Puis un jour, après un bon repas, Ozen s'endormira sur sa chaise. Marulk tentera de la réveiller, lui suggérant d'aller se reposer dans sa chambre si elle souhaite dormir au risque d'attraper froid. Mais face à son absence totale de réaction, il essaiera de la faire bouger mais sans succès. Il en viendra même à remarquer l'expression bizarre qu'Ozen affiche quand elle dort. Ce qui lui fera peur et la fera reculer en arrière de plusieurs mètres avant de se cogner la tête contre le mur. Ozen restera complètement immobile, la bave aux lèvres. Marulk tentera de la pousser, mais face à la masse imposante de son maître, il ne parviendra pas à la déplacer d'un centimètre. Après plusieurs tentatives infructueuses, il aura une idée, installer un système de poulie pour la déplacer. Mais malgré cette initiative, son faible poids ne suffira pas. Il finira même par être emporté par sa propre installation et c'est lui qui finira accroché au plafond. Refusant d'abandonner, Marulk rajoutera davantage d'engrenages pour mieux répartir la force, espérant enfin réussir à faire bouger Ozen grâce à son ingéniosité. Mais au moment où tout se passait bien, Ozen se réveillera soudainement et d'un simple mouvement, grâce à sa force colossale, elle enverra Marulk valser dans son propre mécanisme sans même comprendre ce qui se passe autour d'elle. Marulk se retrouvera alors complètement saucissonné dans sa propre invention. Un peu gênée, elle saluera timidement sa maîtresse tandis qu'Ozen, amusé par la situation, éclatera de rire et ne manquera pas de se moquer de lui en le voyant dans cet état. Elle lèvera même un verre de saké en son honneur pendant que Marulk lui demandera désespérément de la faire descendre. Et c'est ainsi que Ozen aura une vie un peu plus normale grâce à Marulk qui lui redonnera le sourire, elle qu'il avait perdu à force d'errer dans l'abysse. Nous voilà enfin au début de l'œuvre avec Riko et Legu qui se rendent chez la fille, la femme de Abo. Une fois arrivé chez elle, Riko regardera à travers un télescope et apercevra au loin un nid de créatures appelées des terpons qui se fera soudainement attaquer par une immense créature. Ce sera une sorte de grand oiseau bleu de plusieurs mètres et Riko se demandera de quelle espèce il peut s'agir. Riko demandera ensuite à la fille si son mari Abo se porte bien et ce qu'il raconte dans sa lettre. La fille lui répondra qu'il est parti en expédition dans la forêt inversée du 2e niveau et qu'il ne devrait pas tarder à revenir. Quelques mois avant ces événements, Ozen, alors en mission d'exploration, passera par le champ d'horizon éternel de la 4e couche, probablement guidée par une certaine nostalgie envers Lisa. C'est là qu'elle tombera sur une tombe mystérieuse sur laquelle sera plantée la pioche de Lisa. En la fouillant, elle trouvera quelques effets personnels ainsi que son sifflet. Ozen récupérera ses effets personnels avant de remonter vers la 2e couche de l'abysse, et c'est à ce moment-là qu'elle croisera sûrement Abo, lui aussi présent à ce niveau. Elle lui confiera sûrement les affaires de Lisa ainsi que son sifflet, mais décidera de garder la pioche avec elle. Par la suite, Ozen retournera au poste d'observation de la forêt inversée, là où elle continuera à vivre avec Marulk et son équipe de caverniers.
2 mois plus tard, Abo et l'équipe avec laquelle il était parti en mission feront leur retour à Horse en empruntant la gondole centrale de la ville. Par la suite, il ira confier les affaires de Lisa au musée tandis que son sifflet blanc sera remis à sa fille Rico conformément aux traditions des caverniers. Abo lui expliquera également que d'autres objets ayant appartenu à sa mère sont désormais exposés au musée et qu'il semble qu'une lettre lui soit destinée. Quelques jours plus tard, Rico accompagné de Lego recevra l'autorisation de consulter les affaires restantes de Lisa à l'association des caverniers située à l'est d'Ors. Sur place, elle découvrira de nombreux documents et descriptions, mais surtout un message troublant qui dit « Dans les tréfonds, je t'attends ». Suite à cette découverte, Rico prendra une décision irrévocable, elle partira elle aussi dans l'abysse accompagnée de Lego. Elle se rendra dans une zone reculée d'Ors où se cache un passage secret permettant de descendre dans le gouffre, puis fera ses adieux à ses amis de l'orphelinat avant de s'engager dans l'inconnu. Rico passera plusieurs jours dans la première couche de l'abysse avant d'arriver enfin avec l'aide des Lego au deuxième niveau, la forêt inversée. Épuisée, elle décidera de faire une halte au poste d'observation qui s'y trouve. Marulk, qui sera en service, les apercevra à travers son télescope. Il demandera alors à sa maîtresse s'il doit faire descendre la gondole. Pendant ce temps, nos deux amis poursuivront leur route et finiront par atteindre l'ascenseur. Ne voyant personne venir à leur rencontre, Rico demandera à Lego d'utiliser ses bras extensibles pour les hisser jusqu'en haut. Une fois que ses bras seront en haut, Lego sentira quelque chose qui le tient fermement. Au sommet se tiendra Rosen tenant fermement les mains de Lego. Elle le reconnaîtra immédiatement. Intriguée, elle se demandera comment il a pu survivre et restera un instant à les observer silencieusement. Ozen relâchera finalement les bras de Lego puis activera l'ascenseur afin de les faire monter jusqu'au camp. Durant la remontée, Rico ressentira rapidement les effets du fardeau du deuxième niveau. Une douleur diffuse s'installera, lui nouant légèrement l'estomac. Observant la scène, Ozen esquissera un léger sourire avant de déclarer qu'ils ont du mérite d'être arrivés jusque-là. Elle ajoutera toutefois que même si la malédiction est moins présente dans cette partie, elle reste difficilement supportable, surtout pour deux enfants comme eux. Tentant de rester digne malgré la douleur, Rico se présentera à elle, mais à peine aura-t-elle commencé que les effets s'intensifieront, la forçant à se tenir le ventre. Ozen la coupera froidement, elle dira qu'elle sait parfaitement qui elle est, la fille de Lisa l'exterminatrice. Mais loin de montrer de l'admiration, elle ajoutera qu'elle la trouve plutôt répugnante. Elle tournera ensuite son regard vers Lego, notant qu'il semble particulièrement résistant pour un gamin. De son côté, Lego restera figé, impressionné par la stature imposante de Ozen. Il se demandera comment une personne aussi immense peut parvenir à se coiffer de cette manière avant de remarquer son sifflet blanc. Et c'est à cet instant qu'il comprendra que la femme qui se tient devant lui n'est autre qu'Ozen l'immobile, le seigneur figé. Par la suite, Rico sortira le sifflet blanc de sa mère et le présentera à Ozen. À sa vue, cette dernière marquera un temps d'arrêt, visiblement surprise de le revoir, et un silence pesant s'installera. Rico lui demandera si c'est bien elle que l'on appelle Ozen et qui a retrouvé les affaires de Lisa, ce à quoi Ozen lui dira que oui. Rico la remerciera alors sincèrement et expliquera que le directeur de l'orphelinat lui a raconté comment à sa naissance dans l'abysse elle avait été placée dans un panier protecteur, et que c'est Ozen qui avait aidé sa mère à le remonter jusqu'à la surface, lui sauvant ainsi la vie. Ozen semblera surprise que toute cette histoire lui ait été révélée. Elle évoquera le poids absurde de ce panier, affirmant qu'il pesait une tonne, avant d'ajouter froidement que si la décision n'avait tenu qu'à elle, elle aurait laissé le panier avec l'enfant dans l'abysse et que Lisa était bien sotte de la préférer à cette relique. Sentant la tension monter, Marulk interviendra timidement pour tenter de calmer sa maîtresse. Ozen détournera alors son attention et remarquera que Rico n'est qu'un sifflet rouge et qu'elle n'a donc rien à faire ici. Rico sortira alors la lettre de sa mère. Elle expliquera que Lisa lui a laissé un message lui demandant de la rejoindre dans les tréfonds. Elle précisera qu'elle souhaite simplement poser quelques questions puis repartir. Ozen restera perplexe, cependant sa curiosité prendra le dessus. Elle se demandera comment deux sifflets rouges ont pu parvenir jusqu'ici en un seul morceau. Mais plutôt que d'écouter elle-même leur histoire, elle demandera à Marulk de s'en charger, ce qui surprendra ce dernier. Elle ajoutera qu'il lui fera un résumé le lendemain, ce qui lui évitera, selon ses propres mots, de perdre son temps à écouter des gamins. Puis sans plus d'attention envers eux, elle les congédiera pour la soirée, prétextant avoir d'autres affaires à régler. Marulk reprendra doucement la situation en main, leur remettant des sifflets bleus temporaires afin de justifier leur présence au camp. En échange, Ozen conservera le sifflet blanc en garantie, promettant de leur rendre lorsqu'ils repartiront. Elle leur dira aussi qu'ils devraient aller se laver, car ils sentent encore le vomi. De son côté, Lego tentera tant bien que mal de réconforter Rico, qui sera un peu déprimé face aux paroles d'Ozen, mais Marulk leur demandera de le suivre pour leur faire visiter les lieux. En chemin, Marulk leur expliquera que le camp a été construit à l'intérieur d'un immense arbre, qu'il serait possible que ses racines dépassent même de l'abysse et s'étendent sous la mer. Elle dira que ce n'est qu'une rumeur, mais que cela semble quand même vrai, car dans les profondeurs, il n'y a pas la lumière du soleil. Marulk les conduira ensuite jusqu'à leur chambre. Elle indiquera à Rico qu'il y a un endroit pour se laver, souvent utilisé pour nettoyer les reliques. Puis pendant ce temps, Lego remarquera la présence d'Horizon éternel dans la pièce. Marulk de son côté lui confiera qu'elle trouve surprenant qu'il soit en réalité un robot, surtout après avoir vu s'étendre ses bras. Lego lui répondra qu'il ne sait toujours pas lui-même qui il est réellement. Puis un peu gêné, il avouera qu'il n'arrive pas à déterminer si Marulk est un garçon ou une fille, ce qui la gênera un peu. Rico de son côté continuera à se laver, mais se rendra vite compte que l'eau est glaciale. Ne trouvant pas de serviette, elle sortira alors complètement nue pour en demander une. Gênés, ses deux amis se dépêcheront de lui en trouver une afin qu'elle puisse se sécher. Un peu plus tard, Rico remarquera une grande quantité de reliques présentes dans le camp. Alors que Marulk avait préparé le repas, Rico lui demandera comment elle est devenue sifflet bleu aussi jeune. Elle répondra que c'est sûrement grâce à sa maîtresse qui est un sifflet blanc. Elle lui expliquera ensuite que Ozen lui a sauvé la vie avant de la prendre
comme apprentie, que depuis elle vit ici notamment parce qu'elle supporte difficilement la lumière à la surface, et que Ozen lui a confié la surveillance du camp ainsi que celle de la gondole pour les explorateurs. Elle ajoutera aussi que malgré son attitude, Ozen a toujours pris grand soin d'elle. Riko dira que finalement derrière son apparence effrayante, Ozen possède peut-être un cœur. Marulk confirmera en disant qu'elle sait simplement très bien le cacher. Pendant ce temps, Ozen de son côté observera le sifflet de Lisa, plongée dans une nostalgie se remémorant les moments qu'elle avait passés avec elle. De leur côté, l'égout demandera à Marulk pourquoi il y a autant de reliques dans ses caisses, car Riko de son côté était déjà en train de toutes les fouiller d'excitation. Marulk lui dira que ce n'est pas grave, que ce sont des reliques de classe 4 mais qu'elles ne seront jamais ramenées à la surface. Les yeux pleins d'étoiles, Riko en sortira une et la comparera avec l'une des siennes. Marulk de son côté lui dira que plus on descend dans l'abysse, plus les reliques deviennent complexes et sophistiquées, ajoutant qu'environ 40% des reliques découvertes possèdent une forme d'œuf, ce qui est mystérieux surtout pour des objets censés être d'anciens outils. C'est alors que Marulk lui proposera de rester avec elle pour explorer les environs ensemble, et qu'Ozen accepterait sûrement si elle lui demandait, lui expliquant que pouvoir discuter avec des enfants de son âge lui fait très plaisir. Riko semblera d'abord enthousiaste avant de se rappeler qu'elle doit retrouver sa mère au fond de l'abysse, lui expliquant qu'elle ne pourra pas rester longtemps. Ce qui chagrinera Marulk, disant que ce n'est pas grave et que le mieux c'est de profiter de cette soirée avec eux car après tout c'est ce que voulait sa maîtresse. Plus tard, une fois la nuit tombée, tout le monde ira se coucher, mais en pleine nuit, Riko sera réveillée par une envie pressante. Encore à moitié endormie, elle quittera la chambre sans trop savoir où aller. Au détour d'un couloir, elle apercevra une faible lumière accompagnée d'une silhouette. Elle se demandera un instant si c'est Ozen et s'approchera, mais soudain un bruit étrange résonnera un peu plus loin. Riko ira voir au bout du couloir et elle apercevra quelque chose en train de bouger. Une sorte de créature à l'apparence dérangeante, presque irréelle, se tiendra devant elle et commencera à avancer lentement dans sa direction. Terrifiée par cette chose, elle partira en courant sans se retourner et regagnera sa chambre en vitesse. Elle se glissera sous les couvertures pour se blottir aux côtés de l'égout pour qu'il la protège, se demandant quelle était cette abomination. Le lendemain, l'égout se demandera pourquoi Riko a fait pipi dans son lit. Un peu gênée, elle leur expliquera qu'elle voulait aller aux toilettes, mais qu'elle s'est perdue en chemin et qu'elle est tombée sur une créature qui lui a fait peur. Marulk lui dira qu'elle a sans doute fait un mauvais rêve, mais Riko insistera sur le fait que ce qu'elle a vu était bien réel. L'égout ira dans son sens en affirmant que des créatures étranges peuvent exister dans l'abysse. C'est à ce moment-là qu'Ozen arrivera et elle leur dira que visiblement personne ne leur a jamais rien expliqué à la surface. Riko lui demandera ce qu'elle veut dire par là et Ozen lui répondra de la suivre si elle veut en savoir plus sur ce qu'elle a vu pendant la nuit. De son côté, l'égout prendra la main de Riko et tous les trois avec Marulk suivront Ozen pour en savoir plus. En chemin, Ozen demandera à Riko si elle compte vraiment aller retrouver sa mère Lisa dans les tréfonds. Riko lui répondra que oui, mais Ozen lui dira alors froidement qu'elle est morte et que son voyage s'arrête ici. Riko sera sous le choc et lui demandera alors où elle a trouvé son sifflet. Ozen lui répondra que c'était devant une tombe au 4e niveau dans le champ d'horizon éternel, un endroit que Lisa appréciait particulièrement. Riko refusera d'y croire et lui dira qu'elle a reçu une lettre de sa mère. Ozen lui répondra que ce n'est pas son écriture et qu'elle ignore comment ce message est arrivé dans ses affaires. Elle lui demandera alors pourquoi elle continue malgré tout. Riko lui dira qu'elle veut quand même aller vérifier par elle-même. Ozen lui demandera si elle serait capable de déterrer Lisa. Riko hésitera un instant avant de lui parler de l'un des dessins dans les affaires de sa mère ressemblant étrangement à l'égout. Ce à quoi Ozen leur dira simplement de continuer à les suivre, puis par la suite ils arriveront finalement tous en haut du poste d'observation. Ozen leur expliquera qu'il s'agit de ses appartements privés et que s'ils veulent des réponses, ils n'ont qu'à venir à l'intérieur. C'est alors qu'une fois entrés, nos trois amis découvriront une immense chambre remplie d'objets rares et tout au fond la relique que Ozen gardait bien cachée, le fameux panier protecteur dans lequel Riko était revenu à la vie. Riko observera la relique et se dira qu'au vu des motifs, il doit s'agir d'une relique de première classe mais qu'elle ne figure pas dans les registres. Ozen lui expliquera que c'est Lisa qui l'avait achetée avant qu'elle ne soit mise aux enchères mais que c'est elle qui l'a ramenée ici. Elle utilisera alors son sifflet pour l'activer, la relique répondra à son son et s'ouvrira devant nos amis. Ozen leur expliquera que beaucoup pensent que cette relique protège les créatures à l'intérieur des effets de la malédiction mais qu'en réalité ce n'est pas le cas. Les êtres placés dedans subissent bien le fardeau des couches et meurent, mais que le panier semble ensuite les ramener à la vie. Elle ajoutera que c'est grâce à elle qu'elle a découvert la vérité sur cette relique, lui révélant qu'elle est née morte, que lorsque Lisa l'a mise au monde, elle ne respirait déjà plus et ne sachant pas quoi faire d'elle, elle l'avait placée dans le panier. Ozen expliquera ensuite que la créature que Riko a vue la veille n'était qu'un morceau de viande placé dans la relique qui s'est mise à bouger avant de finir par s'éteindre. Elle demandera alors à Riko combien de temps elle aussi elle pourra continuer à vivre avant de mourir comme la créature. Elle ajoutera que comme cette créature, une fois sortie du panier, elle a instinctivement cherché à rejoindre le centre de l'abysse, demandant à Riko si elle sait pourquoi, car après tout elle est comme ce morceau de viande. Marulk lui demandera d'arrêter tandis que Riko, terrifiée, lui demandera pourquoi elle lui dit tout ça. Ozen répondra simplement qu'elle la déteste et qu'elle la méprise. C'est alors que l'égout s'interposera lui disant que son histoire est surtout barbante et qu'elle agit comme une gamine rancunière, mais ces mots feront rire Ozen qui lui demandera alors s'il connaît la signification du mot Dieu. L'égout ne comprendra pas. Ozen lui expliquera qu'ici les gens ne croient pas en un dieu mais en l'abysse, ce lieu entouré de mystères à la fois craint et vénéré. Elle ajoutera que si l'exploration devenait facile, les reliques ne vaudraient plus un clou, de même que la foi en l'abysse s'effondrerait, et que si les obades comme lui ne sont pas répertoriés, c'est parce qu'elles ne devraient pas exister.
Lego remarquera alors sa force incroyable. Ozen comprendra qu'il a perdu la mémoire et décidera de s'occuper de lui avant qu'elle ne revienne. Marulk, inquiète, prendra peur mais Ozen lui dira de rester et d'observer. Lego tentera d'utiliser ses bras pour l'immobiliser, affirmant qu'elle ne lui fait pas peur, mais Ozen se libérera en quelques secondes sans vraiment forcer. Surpris, Lego se demandera comment elle a fait et si elle est réellement humaine. Ozen observera le câble de son bras, intrigué par sa solidité avant de lui rendre et de lui envoyer le second pour le distraire. Elle attrapera ensuite par la jambe, remarquant à quel point il est léger et que sa seule vraie force doit être sa résistance. Par la suite, elle le plaquera violemment au sol à 2 reprises pour tester sa robustesse, disant avec un petit sourire qu'elle a un peu abîmé le sol. Lego lui lancera alors que pour une vieille, elle se débrouille pas trop mal, ce qui touchera l'ego d'Ozen. Rico lui demandera d'arrêter mais Ozen l'enverra valser avec un simple revers de la main quelques mètres plus loin. Marulk de peur prendra la fuite tandis que Lego en profitera pour se libérer et rejoindre plus vite Rico, furieux de l'avoir blessée et couverte de sang. Ne sachant pas comment vaincre Ozen, Lego commencera à charger son laser pour protéger Rico. Mais Ozen ne semblera pas impressionné et s'approchera de lui pour saisir son bras afin d'examiner son arme avant de la rediriger vers Rico pour s'amuser. De peur et pour éviter de toucher Rico, Lego mettra un coup de pied dans son bras, ce qui l'enverra dans les airs. Son laser s'activera et ira perforer l'arbre, créant ainsi un énorme trou dans la structure. Ozen sera surprise n'ayant jamais vu une arme pareille en action. Lego en profitera pour la saisir et tenter de la projeter le plus loin possible de toutes ses forces, ce qui n'aura pas un grand effet sur Ozen. C'est alors qu'elle remarquera son bras qui semble étrange comme modifié et lui demandera ce qu'elle a fait à son corps. Ozen lui répondra qu'il s'agit des puomyélomes et qu'elle en a plus de 120 implantés un peu partout sur le corps et que c'est de là que lui vient sa grande vitalité. Lego lui dira qu'au final il est peut-être plus humain qu'elle, qui ressemble bien plus à un monstre que lui. Ozen enfilera alors son armure lui disant de faire attention car avec l'âge on devient plus susceptible et qu'il ferait mieux de surveiller ses paroles. Lorsque Rico reprendra conscience, elle hurlera d'effroi en voyant Lego dans un état critique. Ozen lui dira qu'elle lui casse les oreilles, qu'elle aurait mieux fait de garder son pantin désarticulé à l'orphelinat et que de toute façon, avec ou sans lui, elle ne survivra pas. Rico lui répondra qu'elle s'en fiche de mourir mais qu'elle ne veut pas le perdre. Elle commencera à crier pour dire à Lego de se battre, tandis qu'Ozen continuera de l'écraser violemment au sol, leur disant d'abandonner et qu'ils ne sont pas à la hauteur pour s'aventurer dans les tréfonds de l'abysse. Un peu plus tard, Ozen rafistolera Lego à grands coups sur la tête pour attacher ce qu'il avait perdu. Rico en pleurs le prendra dans ses bras en lui disant qu'elle est désolée de l'avoir entraîné avec elle. Lego, qui avait enfin repris connaissance, se demandera s'il s'est encore évanoui, se rappelant la promesse qu'il avait faite à ses amis de protéger Rico à tout prix avant de fondre en larmes lui aussi. Il remarquera alors 3 nouvelles personnes et leur demandera qui ils sont et ce qu'ils comptent leur faire. L'un d'eux lui dira de se calmer, qu'ils ne leur veulent aucun mal et qu'ils font partie de l'équipe d'Ozen. Ce à quoi Ozen répondra qu'il s'agit surtout d'une bande d'incapables bons à rien qui auraient dû rester à l'écart mais que Marulk est quand même allé les chercher. Ozen reprendra en disant que d'un côté elle a une gamine qui ne fait que pleurnicher et de l'autre un robot qui utilise son arme sans réfléchir avant de s'évanouir et qu'ils forment une belle paire d'incompétents. Elle félicitera Marulk de les avoir aidés mais ajoutera qu'elle sera quand même punie, suspendue nue pour avoir désobéi à ses ordres. Les Caverniers expliqueront alors qu'Ozen leur avait demandé de ne pas intervenir mais que Marulk est venu les chercher en pleurant. Lego s'excusera auprès d'elle de lui avoir fait peur. L'un des membres du groupe dira alors à Ozen qu'elle y est allée quand même un peu fort pour un simple test. Lego sera surpris par cette révélation. Ozen confirmera que tout cela était un test mais qu'elle devait y mettre le paquet pour que ce soit crédible car elle n'aime pas mentir aux enfants. Et que de vouloir les éliminer n'était au fond que du bluff. Elle expliquera ensuite que ce qu'ils viennent de vivre n'est rien comparé à ce qui les attend plus bas dans l'abysse et qu'ils manquent cruellement d'entraînement. Elle demandera alors à Marulk de les soigner et de leur préparer un bon repas. Elle ajoutera que la leçon pour aujourd'hui est terminée et ordonnera à ses caverniers de se rendre utile et de l'aider à remettre de l'ordre. Avant de partir, elle lancera une dernière mise en garde à Rico que si elle continue à foncer tête baissée sans réfléchir, elle finira dans l'estomac d'une créature de l'abysse. Elle révélera aussi que la tombe qu'elle a trouvée était vide et dira à Rico que finalement elle a raison de croire que Lisa l'attend dans les profondeurs. Et c'est sur ces mots qu'Ozen partira. En chemin, elle se replongera dans ses souvenirs avec Lisa, regardant son sifflet, un léger sourire aux lèvres teinté de nostalgie. Un peu plus tard, Ozen les amènera avec elle pour que nos deux amis poursuivent leur entraînement. Ils s'éloigneront du poste d'observation en direction d'un coin reculé au pied de la paroi de l'abysse, là où ils seront certains de ne croiser personne. Ozen leur expliquera que ce programme prendra la forme d'un véritable stage de survie. Rico et Lego seront quelque peu surpris mais continueront malgré tout à la suivre jusqu'à atteindre une forêt plongée dans l'obscurité. Elle leur indiquera que la plupart des créatures présentes ici sont plutôt dociles à cause du manque de lumière, mais de quand même rester prudents car elles, en revanche, voient parfaitement dans l'obscurité contrairement à eux. Ozen leur annoncera ensuite qu'ils devront rester ici pendant 10 jours afin de lui prouver leur détermination. Elle leur interdira d'aller au-delà de l'arbre situé un peu plus loin sous peine que cela soit considéré comme un abandon. Elle se tournera ensuite vers Lego lui disant de bien protéger Rico, ajoutant qu'elle est déjà morte une fois et qu'elle n'aura peut-être pas une seconde chance. Elle lui interdira également d'utiliser son arme sauf s'il est prêt à voir son ami mourir, lui expliquant qu'après l'avoir utilisé, ça l'a plongé dans un état d'inconscience et qu'il a fallu à peu près 2 heures pour qu'il reprenne ses esprits, rajoutant que même les coups qu'elle lui avait portés n'ont pas suffi à le réveiller. Autrement dit, s'il laisse Rico sans protection, elle ne survivra pas longtemps seule. Ozen ajoutera
que s'il doit vraiment utiliser cette arme, il devra s'assurer que la menace soit définitivement éliminée. Elle insistera une dernière fois sur le fait que dans l'abysse, la moindre hésitation peut être fatale, puis Ozen leur dira de bien s'amuser avant de les laisser dans cette nature hostile livrée à eux-mêmes. Pendant que nos amis se débrouillent seuls, un des caverniers les surveillera de loin avant de se faire rejoindre par Ozen qui lui demandera de lui faire son rapport. Il lui expliquera que Rico a du cran mais que son physique ne lui rend pas hommage et que l'égout, malgré sa résistance, reste une vraie poule mouillée et met trop de temps à réagir aux situations. Il lui demandera ensuite si elle compte aller les aider mais elle lui rétorquera que s'il meurt c'est qu'il n'était pas capable d'aller plus loin dans les abysses. Le cavernier ajoutera que cet entraînement ne suffira sans doute pas pour combler leurs faiblesses mais qu'ils ont quand même fait de gros progrès et que comme elle l'avait prédit, ils sont soudés dans l'adversité. Ces paroles raviveront alors chez Ozen des souvenirs de Lisa et de sa complicité qu'elle avait avec elle quand elles étaient ensemble. 10 jours plus tard, Marulk, toujours en poste, verra nos deux amis enfin revenir au camp totalement épuisés et à bout de force. Il s'empressera de descendre dans la gondole. Une fois à l'intérieur, il prendra soin d'eux en leur disant qu'il est impressionné par leur exploit. Elle leur confiera aussi que lorsque sa maîtresse s'absente, elle a souvent peur toute seule. L'égout lui racontera que lui aussi a eu peur de ne plus retrouver Rico à un moment. Marulk sera surprise qu'un robot puisse ressentir cela. L'égout lui dira qu'il est quand même aussi un peu humain avant qu'elle ne parte leur chercher à manger. L'égout remarquera ensuite que ses blessures ont guéri et une fois son casque sur la tête, il constatera que le motif dessus a changé. Mais sera un peu déçu de ne pas avoir pris un peu de muscle avec toutes ces épreuves, puis Marulk viendra les chercher pour qu'ils mangent tous ensemble. Pendant le repas, Ozen leur demandera ce qu'ils ont pensé de leur stage de survie, ils lui répondront que c'était à la fois court et long, c'est alors qu'Ozen leur expliquera un vieux dicton de cavernier. Si l'on s'attarde trop dans l'abysse, ceux qui nous attendent finiront par mourir, car le temps ne s'écoule pas de la même manière dans les profondeurs, surtout à partir de la 5e couche. Rico comprendra alors que la rumeur était vraie, Ozen lui répondra que ce n'est pas une rumeur mais un fait, et que seuls les sifflets blancs sont assez fous pour y rester. Elle ajoutera que s'ils descendent trop longtemps, ceux qu'ils connaissent à la surface ne seront plus là, mais que cela ne les concerne pas vraiment puisqu'ils ne remonteront jamais. Ozen poursuivra en expliquant que l'on ignore comment la malédiction influence le temps dans la 6e et la 7e couche, mais que selon elle, même si plus de 10 ans se sont écoulés à la surface, pour Lisa, cela a sans doute été bien plus court et qu'elle doit être encore en vie. Rico sera tout excité à cette idée avant de se faire calmer par Ozen. Elle leur conseillera aussi de ne pas trop s'attarder dans la 5e couche, la mer de cadavres, au risque de croiser d'autres sifflets blancs comme Wakna l'élu, le seigneur guide, Slajo le mystérieux, le seigneur mystique et Bondold le neuf, le seigneur de l'aurore. Elle précisera que ce sont tous des individus peu recommandables, Bondold en particulier qui est moins bien gentil qu'elle. L'égout lui demandera si c'est une blague avant de se faire lui aussi rappeler à l'ordre. Ozen ajoutera enfin qu'elle ignore toujours qui a glissé cette lettre dans les affaires de Lisa. L'écriture est large et déformée, les caractères sont anciens et même le support est étrange. Ce n'est pas du papier mais une relique inconnue, impossible à déchirer même pour elle. Se demandant ce qui les attend réellement au fond de l'abysse avant de leur demander de la suivre. Une fois arrivée dans la chambre d'Ozen, elle donnera à Rico la pioche qu'avait sa mère, en feuillage embrasé, lui disant que c'est avec elle que Lisa a fait couler le sang d'innombrables ennemis et qu'elle l'a trouvée plantée sur sa tombe. Mais que même si sa poudre est inépuisable, la pioche en revanche n'en a plus pour très longtemps et que Lisa a déjà dû trouver une autre arme, mais que cela pourrait servir d'alternative à l'arme de l'égout. C'est alors qu'Ozen leur expliquera en privé certains secrets qui ne sont connus que par les sifflets blancs grâce aux rares messages qui sont parvenus à remonter des profondeurs. Elle leur parlera d'un mécanisme qui permet de traverser la mer du 5e niveau et comment les sifflets blancs peuvent activer certaines reliques avec leur son, et d'un étrange anneau que certains auraient aperçu au 7e niveau, des informations qui leur seront sûrement utiles pour la suite de leur aventure. La pioche de Lisa, plus connue sous le nom de feuillage embrasé, est une relique de première classe. C'est une simple pioche qui peut s'user avec le temps. C'est surtout la poudre à l'intérieur qui est inépuisable avec un fort pouvoir de destruction. La personne qui l'utilise doit visualiser la quantité et la profondeur d'injection de la poudre éternelle avant de frapper sa cible, ce qui va créer une cavité à l'intérieur qui va se remplir alors de poudre. Elle va ensuite consommer l'oxygène de l'air ambiant pour commencer ses multiples détonations sur la cible. Elles se poursuivront jusqu'au fond de la cavité créée. Une personne expérimentée peut même contrôler la distance et l'injection de la poudre pour plus de destruction. Rico et l'égout l'utiliseront un temps avant de s'en séparer à cause de son mauvais état. Suite à cela, ce sera le jour du départ où nos amis continueront leur chemin. Les caverniers d'Ozen leur diront qu'elle aurait pu quand même venir leur dire au revoir. Ce qui ne dérangera pas Rico qui dira qu'elle en a déjà fait pas mal pour eux. Marulk en revanche sera triste de voir ses nouveaux amis partir et leur prendra une dernière fois la main, leur disant que si jamais ils voulaient renoncer, qu'ils seraient les bienvenus au camp, qu'elle a l'habitude de voir les gens partir et ne jamais revenir, mais que de les voir la quitter lui brise le cœur. Avant d'être pris dans les bras par Rico et l'égout, Ozen qui les observait au loin sera soulagé que l'égout ait assimilé les techniques des caverniers aussi rapidement, mais que cela aurait été mieux si la mémoire lui était revenue tout en pensant à Lisa qui était comme ces deux-là un cas désespéré. Et c'est ainsi que nos deux amis quitteront le 2e niveau, s'enfonçant toujours un peu plus dans les profondeurs de l'abysse qui leur réservera tout un tas de bénédictions et de malédictions. Dans cette partie, j'ai fait de mon mieux pour apporter une certaine cohérence dans la suite des événements car tout est assez confus entre le manga et l'anime, notamment avec le manque d'informations mais aussi à cause de la distorsion temporelle entre les différentes couches de l'abysse et la surface.
Bien avant que Rico et Legu ne poursuivent leur descente dans l'abysse et quittent la deuxième couche, à la surface nous retrouverons leurs amis de l'orphelinat, Nat et Shiggy, en pleine discussion. Nat lui demandera s'il a quelque chose d'intéressant à raconter, c'est alors que Shiggy lui révélera l'existence d'une mystérieuse tour située au bord du premier niveau de l'abysse où reposeraient des centaines de squelettes prieurs. Il lui expliquera qu'il daterait d'il y a 2000 ans, puis sous cette même tour se trouverait un autre groupe de squelettes, eux aussi en position de prière, mais datant cette fois-ci de 4000 ans. Mais le plus incroyable selon lui, c'est que d'autres ruines ont été découvertes plus récemment avec pas moins de 1000 squelettes prieurs remontant à 6000 ans. Nat trouvera cette histoire particulièrement intéressante et fera remarquer qu'une nouvelle période de 2000 ans ne devrait pas tarder à arriver. À ce moment-là, la fille leur demandera pourquoi ils traînent encore ici. Ils lui répondront qu'ils ont gagné un peu d'argent en servant de guide à une touriste et qu'ils en profitent pour se la couler douce. La fille les taquinera un peu puis leur demandera si leur ami Kiwi va bien. Ils lui répondront que non, malgré l'intervention de plusieurs médecins. Nat dira que c'est triste, surtout qu'il attendait son anniversaire avec impatience, puis demandera à la fille si elle connaît la rumeur sur la mort de l'anniversaire. Elle aura du mal à y croire mais admettra que plusieurs de ses clients sont eux aussi morts le jour de leur anniversaire. C'est alors que la femme à qui Nat et Shiggy avaient servi de guide leur demandera de lui raconter cette histoire. Après avoir remercié la fille pour son bon repas, elle décidera d'aller voir leur ami Kiwi et demandera aux deux garçons de la guider jusqu'à lui. Ils découvriront alors que ce n'est pas qu'une simple touriste mais également une sorte de docteur. De son côté, la fille se dira qu'elle n'a pas changé depuis 7 ans, se demandant même si elle n'utilise pas un médicament pour rester jeune avec une petite pointe de jalousie. Une fois arrivé à l'orphelinat, Jiryu expliquera que même les médecins ne comprennent pas la maladie de Kiwi. Il demandera à Mio si elle a une solution et elle lui répondra qu'elle fera de son mieux, lui demandant de l'emmener sur son bateau. Nat et Shiggy s'inquiéteront pour leur ami, tandis que Jiryu leur dira qu'il l'emmène sur la caravane navale et qu'ils doivent rester ici. Ils commenceront alors à se demander si tout cela n'est pas lié à la malédiction de l'anniversaire. Jiryu expliquera ensuite à Mio ce que l'on appelle la mort de l'anniversaire, que ce sont des personnes qui perdent la vie le jour même de leur anniversaire sans aucune explication, et que beaucoup pensent que c'est une simple maladie. Puis il lui montrera des funérailles en contrebas, expliquant que la coutume consiste à rendre les cendres du défunt à l'abysse accompagnées de pétales d'oraison éternelle. Il ajoutera qu'avant que Kiwi ne tombe malade, 2 autres enfants de l'orphelinat ont succombé aux mêmes symptômes, ainsi que 5 autres orphelins dont on ne connaissait pas la date de naissance et que lui aussi n'y croyait pas au début. C'est alors que de façon inattendue, une fois à bord du bateau, Kiwi ira mieux et demandera où il se trouve. Mio ne comprendra pas comment sa fièvre a pu disparaître sans qu'elle ne lui ait administré le moindre médicament, comme s'il ne s'était rien passé. Une fois sur le pont, elle commencera à se demander s'il ne s'agit pas d'un sort ou d'une malédiction avant de se remémorer les rumeurs qui entourent l'abysse, selon laquelle tous ceux qui s'en approchent seraient victimes d'une étrange malédiction. À cette période, et suite à ce qui était arrivé à Kiwi, Jiryu prendra certaines marchandises de la caravane navale et se rendra chez Ozen. Il tombera sur Marulk et lui demandera si le seigneur figé est là, ajoutant qu'il souhaite la voir. Marulk lui répondra que sa maîtresse l'a aperçu dans le télescope et qu'elle l'attend déjà. Jiryu se demandera si la première fois qu'il était venu, elle était déjà là et n'arrivera pas à savoir s'il s'agit d'un garçon ou d'une fille à cause de ses vêtements, ce qui mettra Marulk un peu mal à l'aise. Ozen apparaîtra dans l'ombre comme à son habitude, lui disant que ça lui fait plaisir de voir qu'il s'est enfin décidé à revenir. Jiryu lui montrera ce qu'il a apporté tout en lui parlant de la mort de l'anniversaire et lui demandera si elle sait quelque chose à ce sujet. Elle lui répondra que beaucoup de visiteurs qui viennent jusqu'ici évoquent cette histoire, pensant que cela pourrait être lié au cycle des 2000 ans séparant les différentes couches de squelettes prieurs mais sans vraiment savoir. Marulk lui demandera alors ce qu'ils ignorent exactement et Ozen lui répondra qu'ils ne savent pas vraiment ce qui tue les gens le jour de leur anniversaire, qu'ils ne peuvent que prier ou quitter l'abysse et que ces squelettes sont les restes de ceux qui s'y sont accrochés, n'ayant jamais connu d'autre mode de vie que l'abysse tout comme elle. Elle remarquera ensuite que les fioles que tient Jiryu sont plutôt étranges et lui expliquera qu'il les a achetées à une flotte marchande, sachant qu'elle apprécie les denrées rares. Ozen répondra que oui, rares tout comme les goûts et que son comportement lui avait rappelé celui de Lisa. Jiryu s'excusera alors des problèmes qu'il lui a causés avant de lui demander si les goûts avaient passé beaucoup de temps avec Lisa avant de perdre la mémoire. Ozen répondra à demi-mot que la personnalité de Lisa n'a pas trop déteint sur les goûts tout en jetant un regard sur l'alcool que Jiryu lui avait apporté. Elle lui demandera ensuite les véritables raisons de sa venue. Jiryu admettra qu'on ne peut rien lui cacher. Ozen acceptera de l'écouter à condition qu'il se joigne à elle pour boire un verre, demandant à Marulk de leur apporter quelque chose de mystérieux. Suite à cela, nous avons à une date indéterminée le souvenir de 2 personnes du nom de Chermi et Ménéé, avec l'une qui semble morte et l'autre qui aimerait retourner au musée d'Ors avec elle. Faisant référence à Ozen, le seigneur figé, ne se souvenant plus depuis combien de temps ils ne l'ont pas vu, répétant qu'ils sont jumeaux et que quelque chose ne tardera pas à arriver sans donner plus de détails. Sur le tome 6, nous avons aussi 2 images les représentant toujours à une date indéterminée au musée d'Ors. Dans la première image, ces jumeaux discuteront des langues et des glyphes anciens utilisés par certains peuples comme celui d'Inmiui, et de la manière dont les habitants d'Ors
Dorse les ont simplifiés pour créer la langue qu'ils utilisent aujourd'hui avec quelques glyphes qui nous seront d'ailleurs utiles pour la suite. Dans la seconde image, les jumeaux parlent cette fois-ci de certains glyphes, de leur signification et de leur traduction. On y reconnaît alors plusieurs éléments comme le mot Hadimae, souvent utilisé par Magickaja, ainsi que le mot Ilbrou, qui est le nom du village des ombres dans la 6ème couche. Ils précisent que ces signes ont été découverts récemment au moment où ils en parlent, se demandant si une fois adultes ils parviendront à comprendre la véritable signification du mot Ilbrou. Par la suite, nos amis qui avaient poursuivi leur périple dans l'abysse durant les 3 événements précédents et traversé aussi de nombreuses épreuves, se feront un nouvel ami du nom de Nanachi à la 4ème couche de l'abysse qui après de douloureuses expériences décidera de les accompagner dans la suite de leur aventure. Et c'est aussi à cette période que Rico décidera d'envoyer un ballon de reconnaissance à ses amis à la surface et il remontera ainsi de la 4ème puis de la 3ème couche, se frayant un chemin parmi les créatures qui le prendront pour l'une de leurs proies, puis les courants violents de la 2ème couche lui seront fatals, perforant ainsi le ballon. Mais Marulk, toujours au télescope, le remarquera et ira le récupérer en vitesse, puis le ramènera avec lui au poste d'observation. Elle la réparera du mieux qu'elle peut au camp avec de la couture avant de le renvoyer pour suivre sa route dans ce périple rempli d'obstacles, avec toujours Ozen veillant sur lui de loin. Il arrivera enfin à la 1ère couche après un long voyage rempli de périples et d'embûches, avant de terminer sa route et d'être récupéré par Nat à l'endroit même où Rico avait trouvé l'égout la première fois. Ses amis de l'orphelinat le ramèneront avec lui dans la ville d'Ors qui sera vide, les ruelles remplies de pétales d'horizon éternel. Tout sera fermé et les habitants sembleront avoir disparu. La cité sera presque dépourvue de vie car un événement très particulier se produira à ce moment-là. Toute la ville d'Ors sera évacuée et mise en quarantaine, seuls certains caverniers et d'autres téméraires y resteront. Car le temps que le ballon arrive à la surface, nos amis étaient eux déjà arrivés à la 6ème couche de l'abysse et l'égout avait rencontré une première fois Faputa avant de partir et de se perdre dans le 6ème niveau. Il tombera alors sur une pluie de pétales d'horizon éternel et des plaques funéraires portant le nom de l'un des 2 jumeaux Chermi vus précédemment. Il se demandera alors ce qui peut bien se passer dans l'abysse et comment ces plaques ont fait pour arriver jusqu'à la 6ème couche. C'est à partir d'ici, et avec tout ce que l'on a vu précédemment, plus mes vidéos, que j'aimerais exposer 2 théories qui me sont venues à l'esprit en faisant mes recherches pour cette vidéo. La première concernera le sifflet blanc d'Ozen et celui de Lisa, et ainsi que l'identité de la personne qui aurait pu les tailler. D'après une question posée à l'auteur et sur qui aurait pu tailler le sifflet d'Ozen, et s'il existe à la surface une personne capable de le faire, l'auteur répondra que seule la guilde des sifflets blancs connaît l'emplacement exact pour cela, et qu'à la surface il n'existe rien permettant de le faire. Et que selon une théorie, l'endroit où ils peuvent être taillés se trouverait dans l'abysse. Donc avec cette information, on sait qu'à la surface, il n'existe personne capable de tailler les pierres de reflet de vie. Nous savons aussi que Ozen et même Lisa avaient leur sifflet blanc taillé bien avant que Bondold ne s'implante dans l'ancien site sacrificiel de la 5ème couche et ne crée le front Ido. Car Ozen et Lisa affrontent ces mains d'Umbra bien avant cela, durant le conflit pour s'emparer de la cloche silencieuse. Car le Zoaolik n'a pas besoin de sifflet blanc pour être utilisé et que Bondold l'a trouvé bien avant de créer son sifflet. Nous avons vu également qu'il existe un lien entre les jumeaux Chermi et Ménéé et Ozen à une date indéterminée. Et que ces jumeaux savent lire la langue et les glyphes des anciens peuples de l'abysse, qu'ils connaissent le mot Ilbrou, le nom du village des ombres, ainsi que Hadima, souvent utilisé par Magickaja. Nous savons aussi grâce à ma vidéo sur les Gangers qu'ils sont arrivés il y a 4500 ans sur l'île où se trouvait l'abysse, qu'ils sont descendus dans l'abysse sans être des sifflets blancs grâce à une ombre possédant une pierre de reflet de vie non taillée, et qu'ils l'ont laissé dans l'ascenseur avant de partir et de créer ce qui deviendra plus tard le village d'Ilbrou, qui se fera grâce au sacrifice d'Ilmiui qui leur offrira un refuge et les protégera de l'abysse en échange de leur valeur une fois à l'intérieur. Nous savons également que le village d'Ilbrou existait bien avant les premiers explorateurs il y a 1900 ans qui créeront ensuite la ville d'Ors à la surface. Et une chose que l'on peut remarquer, c'est que lorsque ces explorateurs arrivent sur l'île, elle semble déserte. Alors où sont passés les descendants du peuple d'Ilmui? Mais cette information nous servira plus tard. Nous savons aussi grâce à Faputa, Gaburon ainsi que Magickaja et Rico que dans le village d'Ilbrou il existe une ombre capable de tailler les pierres de reflet de vie du nom de Porillon, et il n'est jamais affirmé que Porillon faisait partie des Gangers. Nous pouvons également analyser le sifflet blanc de Lisa et l'image des jumeaux Chermi et Ménéé qui décrivent la langue utilisée par la tribu d'Ilmui bien avant la création d'Ors, mais aussi celle utilisée dans le village d'Ilbrou par les ombres, et remarquez qu'il y a bien 2 symboles présents sur le sifflet de Lisa, avec un en forme de lune qui signifie abysse et l'autre plus subtil qui signifie fleur, ce qui est intéressant quand on sait que Lisa apprécie particulièrement les horizons éternels. Quand on regarde de plus près l'atelier de Porillon, on remarque également ce motif en forme de lune accompagné d'un point sur certains sifflets. On peut même y voir une ressemblance avec le sifflet de Bondold dans une autre image de son atelier avec un sifflet placé un peu plus haut. Grâce à ma vidéo sur les Gangers et aux descriptions de certaines ombres comme Magickaja, Mepopon, Mogi et Porillon, nous savons qu'ils ne faisaient pas partie des Gangers et qu'ils sont arrivés bien plus tard dans le village d'Ilbrou, ce qui signifie qu'ils étaient probablement humains auparavant avant de rentrer dans le village d'Ilbrou. Nous savons aussi grâce à Waskan que le village d'Ilbrou a au moins 150 ans, donc avec un simple calcul de 4500 divisé par 150, on peut en déduire qu'une année passée à la 6ème couche de l'abysse correspond à environ 30 ans à la surface.
Donc avec toutes ces informations, plusieurs hypothèses s'offrent à nous. La première serait qu'Ozen avait connaissance du village d'Ilbro grâce aux jumeaux et qu'elle y aurait rencontré Porillon, qui lui aurait taillé sa pierre de reflet de vie puis celle de Lisa par la suite, ce qui impliquerait qu'elles savent toutes les deux comment remonter de la 6ème couche. Un exploit que Bondold accomplira lui aussi plus tard, même si dans son cas cela peut s'expliquer grâce aux Oaoliques. On pourrait aussi imaginer qu'il existe un passage caché autre que l'ascenseur connu uniquement d'Ozen lui permettant de faire l'aller-retour entre la 5ème et la 6ème couche. Après tout, Ozen explore l'abysse depuis très longtemps et l'abysse est immense. Elle aurait très bien pu découvrir des chemins secrets et ne le révéler qu'à Lisa. D'autant plus que comme on le voit sur cette carte, Rico emprunte plusieurs routes pour descendre dans l'abysse, elle ne reste pas uniquement au centre. Donc imaginons Ozen parcourir ces lieux depuis des années, il est logique qu'elle ait découvert des passages cachés. Et une chose que l'on oublie souvent, c'est que l'égout est bien remonté du 6ème niveau alors qu'il n'y avait plus la petite ombre avec sa pierre de reflet de vie. Et que l'ascenseur se trouvait au front Ido à ce moment-là, puisque par la suite Rico utilisera bien Prushka pour activer l'ascenseur et le faire descendre. De plus, Ozen et Lisa connaissent l'égout bien avant que Rico et lui n'arrivent chez Ozen, et Ozen dira à Jiruo que le caractère de Lisa n'a pas vraiment déteint sur l'égout, ce qui implique qu'ils ont passé du temps ensemble. On peut donc penser que l'égout, avant de perdre la mémoire, connaissait un autre chemin que la mer de cadavres pour remonter et que par extension, Lisa et Ozen connaissaient elles aussi ce passage. Ma seconde hypothèse serait que Porillon, alors encore humain, vivait à la 5ème couche de l'abysse dans l'ancien site sacrificiel et qu'Ozen l'aurait rencontré à cette époque. Il lui aurait alors taillé son sifflet, puis celui de Lisa par la suite avant de quitter la 5ème couche pour se rendre dans la cité d'or et découvrir le village d'Ilbro afin d'y vivre plus longtemps et de faire perdurer son savoir. Il est d'ailleurs mentionné que Porillon est particulièrement doux dans son travail et qu'il semble apprécier les caverniers qui prennent soin de leurs sifflets. Ce qui laisse entendre qu'il en a façonné plusieurs bien avant l'arrivée de Rico dans le village d'Ilbro. Et enfin, ma troisième hypothèse serait que Porillon, Mepopon, Magikaja et Mugi étaient tous des humains vivant dans l'ancien site sacrificiel et qu'Ozen les aurait rencontrés à ce moment-là. Et que de ce fait, Porillon aurait alors taillé la pierre de reflet de vie d'Ozen, puis celle de Lisa et plus tard celle de Bondold. Mais que par la suite, une fois Ozen et Lisa partis, Bondold aurait cherché à les retenir afin de s'approprier leur savoir, ce qui colle bien à son caractère. Ils auraient alors fui et durant leur fuite, Magikaja aurait été gravement blessé par Bondold ou ses mains d'Umbra arrivant au village d'Ilbro dans un état critique incapable de bouger. Et recevant ainsi un nouveau corps fait de fumée comme décrit dans sa fiche de personnage. D'ailleurs, lors d'un échange avec Nanachi, Magikaja affirme savoir que Nanachi vient de l'ancien site sacrificiel, et précise que contrairement à eux, sa vie lui appartient encore, car il a été protégé par un désir puissant et que ça a une valeur inestimable. Il ne dira jamais le front Ido, ce qui renforce l'idée qu'il possède des connaissances directes de cet endroit bien avant l'arrivée de Bondold. D'autant plus que lorsque les Gangers sont arrivés dans la 5ème couche de l'abysse dans l'ancien site sacrificiel, celui-ci était encore actif il y a 4500 ans en âge de la surface. Voilà pour ma première théorie, maintenant passons à la deuxième qui parlera des cycles des 2000 ans, des squelettes prieurs et peut-être même de ce qui se passe dans l'abysse. Comme nous le savons grâce à Nat et Ashigi, il se passe des périodes de 2000 ans où il semble y avoir une extinction de masse à la surface de l'abysse avec des couches de squelettes prieurs il y a 2000, puis 4000 et enfin 6000 ans. Et qu'au même moment, il semble y avoir une sorte de malédiction qui tue les gens le jour de leur anniversaire. Ozen aussi connaît cette rumeur mais restera comme à son habitude vague sur le sujet, disant que ces squelettes prieurs sont sans doute ceux qui voulaient rester malgré ces phénomènes et qu'ils n'avaient que la prière face à cette hécatombe. Nous savons aussi que Kiwi a commencé à voir lui aussi la malédiction de l'anniversaire, et Jiruo dira que plusieurs enfants de l'orphelinat et même d'autres dont on ignorait leur date d'anniversaire sont morts il y a peu. Mais qu'une fois sorti de l'île, Kiwi sera mystérieusement guéri de ses symptômes, ce qui prouve que la malédiction de l'anniversaire n'est que sur l'île et que si on la quitte au moment où cela commence, on peut y réchapper. Nous savons maintenant qu'il semble y avoir un cycle tous les 2000 ans qui tue les humains à la surface, ce qui pourrait expliquer pourquoi les premiers fondateurs de la ville d'Ors qui sont arrivés il y a 1900 ans n'ont trouvé personne sur l'île alors qu'il y a 4500 ans, quand les Gangers sont arrivés sur l'île, il y avait bien la tribu d'Ilmiui. De plus, l'on sait que la ville d'Or et donc le gouffre était connu bien avant l'arrivée des Gangers sur l'île, car Jorohimo trouvera un survivant qui lui parlera d'une île et d'une ville d'or au fond d'un gouffre qui dévore les humains. Et que si la boussole des étoiles s'est retrouvée aussi loin de l'abysse, c'est qu'il y a déjà eu des explorations bien avant l'arrivée des Gangers. Dans ma vidéo sur les Gangers, on a bien vu que la boussole de Vero Elko et celle de Rico ne sont pas les mêmes, ce qui veut donc dire qu'il y en a plusieurs. Nous savons aussi qu'il y a une couche de squelettes prieurs il y a 6000 ans, bien avant l'arrivée des Gangers, et que donc l'île était déjà habitée, voire même que l'abysse était déjà exploré à cette époque. Nous savons aussi grâce à Ozen que plus on s'enfonce dans l'abysse, plus la dilatation temporelle est forte et que la différence de temps avec la surface est grande. Comme nous l'avons vu avec les 4500 ans à la surface et les 150 ans de la 6ème couche avec les Gangers et le village d'Ilbro, ce qui démontre que un an passé au 6ème niveau est plus ou moins 30 ans à la surface. Ce qui pourrait faire penser qu'encore plus bas, à la 7ème voire à une 8ème couche, la dilatation temporelle pourrait être encore plus extrême. Il y a aussi une chose bizarre
bizarre, c'est ce message qui était dans les affaires de Lisa. Ozen sait que ce n'est pas elle qui l'a écrit et le message dit « Dans les tréfonds, je t'attends ». Là aussi, cela va avoir son importance pour la suite car le message a finalement servi à quelque chose, même si on ne connaît pas encore la personne qui l'a écrit. Nous savons aussi grâce à Nat qu'un nouveau cycle de 2000 ans vient de commencer peu de temps après que Riko n'ait trouvé l'égout et qu'elle ait pris la décision de commencer à descendre dans l'abysse avec lui. Car l'égout dira à Kiwi avant de partir avec Riko qui commence déjà à avoir certains symptômes de ne pas regarder de miroir le matin de son anniversaire qui arrivera dans quelques jours. Suite à une histoire que Nat lui avait racontée pour lui faire peur avec cette rumeur de la mort de l'anniversaire quelques jours auparavant quand ils étaient tous les deux. Nous savons aussi grâce à Nanachi comment fonctionnent les malédictions dans l'abysse, que ce sont des sortes de draps invisibles qui se baladent dans les diverses couches et qu'une simple respiration les fait se déplacer. De plus, ces draps invisibles se collent aux humains mais ne libèrent leur malédiction que si on les traverse de bas en haut, d'où le fait de recevoir la malédiction quand on remonte et non pas quand on descend ou reste à l'horizontale. Nanachi dira aussi que ces malédictions et de ce fait le champ de force font partie intégrante de l'abysse comme un être vivant à part entière. Nous savons aussi via les unités d'intervention du 6e niveau à qui Waskan avait montré un berceau des désirs que les reliques sont parfois là où elles n'étaient pas auparavant, comme si elles se déplaçaient d'elles-mêmes dans les divers niveaux de l'abysse. Avec ma vidéo sur Faputa, on sait que l'égout vient de plus profondément que la 6e couche et qu'il a rencontré Faputa pendant son ascension pour remonter à la surface pour sa mission. De plus, quand l'égout est avec elle va lui montrer ce qu'il reste de sa maman qui a été changée en village, et à ce moment-là, il va se produire un événement. Une pluie de feu, une chose anodine à première vue, mais plus tard, quand Riko, Nanachi et l'égout sont dans la 6e couche de l'abysse, et que Faputa est en train de détruire le village avec l'égout qui tente de l'en empêcher, il y aura encore une fois cette pluie de feu sur le village d'Ilbro qui se trouve, comme on le sait, proche du centre de l'abysse. J'ai fait aussi quelques calculs concernant la dilatation temporelle et ce qu'elle pourrait donner entre une 8e couche de l'abysse et la surface, pour faire en sorte que 2000 ans à la surface ne soit que quelques mois dans cette 8e couche encore inconnue, en me basant sur les 4500 ans des Gangers et les 150 ans du village d'Ilbro qui donnent qu'un an à la 6e couche serait environ 30 ans à la surface. Et il serait possible que dans cette 8e couche, 2 ou 3 mois correspondent à 2000 ans à la surface avec une dilatation extrême du temps. J'ai aussi pris l'oiseau le plus grand au monde pouvant voler, l'albatros hurleur qui mesure 3,50 m d'envergure pour 8 à 12 kg. Pour voir combien de temps il peut rester sans manger selon les circonstances, il peut rester entre 2 jours et 1 semaine voire plus selon ses réserves de graisse. Puis j'ai fait la même chose cette fois-ci avec un oiseau de 50 mètres qui ferait 35 tonnes et qui hiberne. Il pourrait alors tenir 2 ou 3 mois sans manger pile les 2 ou 3 mois de cette 8e couche encore inconnue qui ferait 2000 ans à la surface, mais vous allez voir où je veux en venir. Maintenant, et après quelques recherches sur le sujet, je suis tombé sur une étrange créature du nom de Sakawatari, qui apparaît dans le jeu vidéo dérivé de l'œuvre et qui est extrêmement rare où l'on peut l'apercevoir qu'une fois avec un télescope. Et rappelez-vous, en début de vidéo, Riko qui était chez la fille verra cette même créature à travers un télescope en train de se nourrir de terpons à la surface de l'abysse, se demandant même quelle est cette créature aussi gigantesque. Dans un livre des illustrations du nom de Registre des illustrations des caverniers, nous pouvons trouver alors la description de cette créature, et donc la voilà. Le Sakawatari est le plus grand oiseau de l'abysse, il a été décrit dans les peintures murales et même les légendes avant même que son existence ne soit confirmée. Il mesure 50 mètres de longueur de la tête à la queue et ses yeux sont recouverts d'une membrane dure et noire. Avec de longues plumes sur ses ailes et son arrière-train, ses griffes mesurent plus d'1 mètre et il possède également une membrane volante invisible qui lui permet de détecter le champ de force. De plus, il est imperméable aux malédictions de l'abysse dans les couches les plus profondes. Son anatomie est parfaite pour l'abysse mais en dehors de celle-ci, le Sakawatari ne peut pas voyager plus loin que la ville d'Ors. Pour remonter à la surface, il ferme les yeux et tord son corps pour gagner en vitesse. Dans cette posture, il peut, en un battement d'aile, s'élever de plusieurs centaines de mètres. Il est dit que son nid serait situé plus profondément que la 7e couche de l'abysse et qu'il ne se déplace à la surface que pour chasser et se nourrir. On ne sait rien de ses habitudes de vie ou de sa progéniture. D'après les affirmations des peintures murales et des légendes qui l'entourent dans le jeu vidéo Made in Abyss, il est dit qu'il apparaît une fois tous les 2000 ans. Et beaucoup pensent que son apparition est le signe que la fin d'un cycle de 2000 ans approche. Et de ce fait, on peut fortement penser qu'il est lié à cette extinction de masse qu'il y a tous les 2000 ans à la surface de l'abysse. Maintenant, et avec tout ce que l'on vient de voir dans la vidéo, je vais pouvoir exposer ma deuxième théorie. Il est fort probable, avec toutes les informations citées précédemment, que le Sakawatari soit en réalité la cause de ces extinctions de masse à la surface de l'abysse tous les 2000 ans. Qu'une fois qu'il aurait fini d'hiberner ou qu'il a faim, ce qui ne serait que quelques mois pour lui plus bas que la 7e couche, il se mettrait alors à remonter à la surface. Il déformerait son corps pour gagner en aérodynamisme et prendrait des vitesses extrêmes pour voyager de cette 8e couche encore inconnue jusqu'à la surface. Avec sa taille et sa vitesse de déplacement, il créerait alors une sorte de traîneau
traîner derrière lui un peu comme un avion de chasse à pleine puissance. Une sorte d'aspiration extrême par rapport à sa taille de 50 mètres ou encore un maelstrom dans son sillage qui aspirerait tout un tas de choses au bord du centre de l'abysse un peu comme un aspirateur. Il récupérerait alors toutes les toiles et les draps de malédiction invisibles avec lui et certaines reliques de taille et de poids modeste pour les éparpiller dans les couches supérieures, ce qui expliquerait pourquoi certaines reliques semblent se déplacer. Et une fois arrivé à la surface, peu de temps après son apparition, toutes les couches de malédiction qu'il a emportées avec lui se déverseraient alors sur les humains qui vivent au bord du gouffre de l'abysse, ce qui pourrait expliquer ces extinctions de masse tous les 2000 ans et toutes ces couches de squelettes prieurs. On sait aussi que le Sakawatari ne peut pas sortir du périmètre de la ville d'Ors, celui de l'île plus particulièrement, ce qui pourrait expliquer pourquoi Kiwi n'a plus aucun symptôme une fois sorti du périmètre de l'île, car d'après les explications de Nanachi, les malédictions font partie de l'abysse. On peut donc penser que même infectées par ces draps invisibles, une fois sorties de l'île, elles se dissipent car elles ne sont plus rattachées à l'abysse. De plus, le Sakawatari est imperméable aux malédictions, il ne les perce pas, il les emporte avec lui ou bien elles glissent sur lui. Il est aussi fort probable que Ozen connaisse au moins une grosse partie de ces phénomènes et que Lisa les ait découverts aussi en restant à ses côtés. On peut aussi penser que Lisa soit partie dans les profondeurs pour en avoir le cœur net et qu'elle aurait découvert la vérité sur ces cycles de 2000 ans. Elle aurait alors demandé à l'égout de remonter à la surface avant que cela ne se produise pour avertir les habitants d'Ors et sauver Rico. L'égout se serait alors mis en route et serait tombé sur Faputa en chemin. Il restera un petit moment avec elle et c'est à ce moment-là que le Sakawatari aurait lui aussi commencé sa remontée. Ce qui expliquerait cette pluie de feu que l'égout voit avec Faputa une première fois quand elle lui montre sa maman. Cette pluie de feu ne serait que la conséquence du passage du Sakawatari qui remonte à la surface par le centre de l'abysse et le village d'Ilbrou se situe proche du centre. Car suite à cela, l'égout dira à Faputa qu'il doit partir pour continuer sa mission. Il quittera alors la ville d'Or pour poursuivre sa remontée jusqu'à la surface. On peut même facilement penser que l'égout et le Sakawatari sont remontés presque en même temps mais que l'égout arrivera un peu en avance par rapport à lui. Et l'on sait qu'une fois arrivé à la surface, il sera trouvé par Rico et sera comme à son habitude dans le coma après avoir utilisé son arme pour la sauver. Puis quelques jours plus tard, Rico accompagné de l'égout se rendront chez la fille et c'est là que Rico verra à travers le télescope ce fameux Sakawatari en train de se nourrir de terpons. Malheureusement, l'égout va perdre la mémoire et donc oublier sa mission de prévenir tout le monde et de sauver Rico. Et c'est là qu'un mystérieux message sera glissé dans les affaires de Lisa, ce qui donnera envie à Rico de descendre dans les tréfonds pour partir à la recherche de sa maman quelques jours après l'apparition du Sakawatari dans la ville d'Ors. Elle partira donc avec l'égout et évitera l'extinction de masse à la surface de justesse. De plus, Rico et l'égout ne passent pas par le centre de l'abysse pour descendre, mais bien par un chemin secret situé dans les bas-fonds de Ors qui sera loin du centre de l'abysse. Elle évitera donc tout ce que le Sakawatari a ramené comme malédiction par le centre du gouffre. Puis par la suite, elle continuera son voyage dans l'abysse avant d'arriver à la 6ème couche et trouvera le village d'Ilbrou où elle y restera un petit moment avec ses amis. Alors qu'à la surface, le cycle de 2000 ans aura commencé et que la ville sera déserte et évacuée, remplie de pétales d'horizon éternel et que sûrement le Sakawatari aura fini de manger et sera sur le chemin du retour pour retourner dans les profondeurs. Ce qui expliquerait pourquoi encore une fois quand l'égout se bat avec Faputa qu'il y ait à nouveau cette pluie de feu qui ne sera en réalité que le retour du Sakawatari dans son nid plus bas que la 7ème couche. À ce moment, Rico se rapproche du centre de l'abysse mais ne risquera rien car elle sera encore dans le corps d'Ilmyui qui la protégera des malédictions. Le Sakawatari de son côté retournera enfin plus bas que la 7ème couche dans son nid attendant le prochain cycle de 2000 ans. Et voilà pour ma deuxième théorie. Bien sûr, il reste encore pas mal de zones d'ombre dans l'œuvre, mais avec mes recherches et mes vidéos, j'en suis arrivé à ces deux théories. Elles sont peut-être vraies ou peut-être fausses ou pas loin de la réalité, qui sait, mais je tenais quand même à les partager, et dans la dernière partie, nous parlerons des personnages. Marulk est un personnage ambigu qui peut être perçu comme une fille ou un garçon. L'auteur ne donnera pas de définition concrète pour laisser au lecteur le choix de percevoir Marulk comme il le veut. Ce qui créera parfois des situations drôles et gênantes où plusieurs personnes n'arriveront pas à savoir concrètement si c'est une fille ou un garçon, mais en vérité ce qui importe c'est bien Marulk. Car de base Marulk ne devait être qu'une simple assistante aux côtés d'un grand-père puissant mesurant plus de 2 mètres, mais après avoir lu le livre de Kazuo Koike, l'auteur décidera que c'est trop banal comme duo et les changera pour en faire les personnages que l'on connaît aujourd'hui. Marulk aime bien les habits bleus et roses en dentelle et met souvent des jupes. C'est une personne très gentille et attentionnée envers les autres, mais qui n'a quasiment aucune interaction avec des enfants de son âge. Les habits de Marulk sont faits sur commande. De plus, elle porte sur la tête des poches qui renferment divers objets comme des lentilles de rechange et d'autres objets pour son travail de gardienne de poste d'observation. Marulk vient de Jesuiku, l'un des 3 pays-nations proches de la ville d'Ors et peut-être même de la lignée royale de ce pays. Dans cette contrée viennent parfois au monde des enfants que l'on appelle les enfants des ombres, qui sont sensibles aux rayons du soleil. Ils ne vivent généralement
cependant pas plus de 10 ans et l'on dit parmi les anciens textes de Jesuiku que 3000 levées de soleil élimineront un enfant des ombres. À sa première apparition, Marulk portera la tenue de la lune qui protège des rayons du soleil. Il semble que ses parents soient venus dans l'abysse à bord d'un dirigeable pour trouver une solution pour sauver Marulk pour qu'il vive plus de 10 ans. Mais malheureusement, il y aura une défaillance dans les machines et le dirigeable s'écrasera non loin de la grande fissure du deuxième niveau de l'abysse. Marulk sera la dernière survivante et c'est là qu'Ozen la sauvera et par la suite la prendra comme apprentie. Le nom de Marulk vient du suédois et signifie poisson-pêcheur. Ce sont ce genre de créatures que l'on trouve dans les eaux profondes des mers tropicales et subtropicales. Marulk est aussi un sifflet bleu, ce qui montre qu'elle a quand même certaines connaissances en survie dans la première et la seconde couche de l'abysse et qu'elle sait se débrouiller en cas de besoin. Ce qui est très rare d'arriver à son âge à ce grade de sifflet, mais Ozen y a joué un rôle aussi dans son apprentissage. Marulk a dû subir un entraînement aussi dur que Lisa plus jeune. Marulk est un enfant des ombres qui a une santé fragile, il supporte difficilement le soleil et a aussi une espérance de vie probablement courte, ce qui est tragique car le temps lui est compté. Quand elle sera secourue par Ozen, elle restera la majeure partie du temps avec elle au poste d'observation, même si Ozen la laissera à de très rares moments aller à Horse pour qu'elle ait une vie à peu près normale. Mais Marulk sera la majeure partie du temps à l'abri au camp avec des tâches quotidiennes simples. Ozen lui offrira une sorte de vie stable loin de tout danger des profondeurs de l'abysse. Ce qui plaira à Marulk même si dans le fond elle aimerait avoir des amis de son âge, ce qui sera quasiment impossible au vu des dangers de l'extérieur. Et contrairement à Ozen, il a une grande sensibilité, de l'empathie et une douceur naturelle, des qualités que sa maîtresse n'exprime quasiment plus. Ozen verra probablement en elle tout ce que l'abysse lui a pris, et Marulk semble le comprendre qu'il reste encore une part d'humanité chez sa maîtresse et c'est pour cela qu'elle l'aime. Ce qui créera une sorte de lien parental même si Ozen ne montre rien. Marulk sait qu'elle lui a offert un foyer, qu'elle lui donne un rôle au sein du camp et qu'elle ne l'expose pas inutilement au danger. Une chose rare dans un environnement comme l'abysse où la mort rôde dans les moindres recoins. Marulk sera très heureuse quand Rico et Legu arriveront au camp car elle pourra enfin discuter et s'amuser avec des enfants de son âge, surtout que Rico est la fille de Lisa que Ozen apprécie beaucoup, ce qui créera des liens entre eux. Mais en même temps, elle ne comprendra pas pourquoi sa maîtresse ne les aime pas et semble être en colère contre eux car Marulk ne connaît pas toute l'histoire. Et quand le côté sombre d'Ozen refera surface, il sera apeuré ne sachant pas quoi faire pour la calmer et sauver ses nouveaux amis. Elle ira donc chercher les caverniers d'Ozen pour l'aider, ce qui calmera les choses. Ozen la félicitera mais lui dira qu'elle sera quand même punie et suspendue nue pour lui avoir désobéi. Car même si Marulk a bien agi, dans l'abysse la gentillesse est souvent signe de mort et ça Ozen ne le sait que trop bien et en réalité Marulk est précieuse pour Ozen même si elle ne le montre pas. Et quand nos amis auront fini leur test de survie, Marulk sera là pour les réconforter et prendre soin d'eux même si malheureusement ils ne resteront pas avec elle, ce qui lui fera mal au cœur de les voir partir. Car il sait au fond de lui que là où ils vont est un endroit dangereux, puis par la suite Marulk continuera sa vie au poste d'observation. Mais pour encore combien de temps? Même si Ozen cherche à gagner du temps avec la distorsion temporelle pour garder Marulk auprès d'elle, il arrivera un jour où la fatalité les rattrapera malheureusement. Ozen est une femme imposante d'au moins 2,30 m de hauteur qui était supposée être un grand-père puissant à l'origine mais l'auteur en fera une sorte de grand-mère super forte. Le personnage sera inspiré du Minotaure pour son imposante carrure et une sorcière sûrement pour son côté sombre et son grand chapeau, et qui a peut-être été inspiré par d'anciennes créations de l'auteur comme vous pouvez le voir sur ces images avec une mèche devant le front, un grand chapeau et des yeux noirs qui rappellent un peu ceux d'Ozen. Ozen est sûrement l'un des premiers sifflets blancs des 5 que l'on connaît, la forme de son sifflet rappelle aussi le Minotaure avec son apparence bovine. Mais à ce jour, la personne qui aurait servi à la création de sa pierre de reflet de vie reste encore inconnue, même si on présume que cela doit être une personne très proche d'Ozen, comme une sœur par exemple. Ozen parcourt l'abysse depuis plusieurs années, ce qui lui créera des séquelles au niveau du crâne, et à ce jour c'est la seule à avoir subi ce genre de corrosion par l'abysse. Ce qui implique une longue période passée dans les tréfonds, et donc qu'elle serait bien plus âgée que 100 ans. L'abysse a commencé à lui ronger l'esprit, et pour cacher ses effets, elle utilise son habileté en coiffure. Son corps semble rongé par le temps, et ses articulations aussi sont en mauvais état, comme une sorte de mort-vivant. À une date indéterminée, elle sera gravement blessée et utilisera un premier puits d'homilome sur elle pour se sauver. Puis par la suite elle continuera à s'en implanter, les achetant à des prix exorbitants, et à ce jour elle en a plus de 120 implantés sur elle. Les avantages que donne une seule de ces reliques ne sont pas encore bien connus. En revanche, Ozen a une force et une résistance énormes mais n'est pas non plus invulnérable. Il semble aussi que ce soit ces reliques qui la maintiennent en vie et lui donnent sa longévité, mais aussi sa taille imposante, lui déformant petit à petit le corps et les articulations. Son armure semble aussi être une relique mais encore inconnue. De plus, le panier protecteur ne semble pas être la seule relique que Ozen peut activer avec son sifflet, mais ces informations ne sont pas encore connues, car l'auteur garde certaines choses secrètes qui serviront plus tard concernant les sifflets blancs et leur véritable force. Ozen a besoin de manger beaucoup de calories pour alimenter son corps qui en consomme beaucoup à cause de sa grande force physique. Elle consommera divers aliments exotiques pour pallier à ce problème via l'exportation. Il est dit que dans son jeune âge, Ozen était une enfant énergique et un peu sadique, un comportement qu'elle gardera finalement jusqu'à aujourd'hui. Il semble aussi qu'elle ait grandi dans l'orphelinat de Bercello car elle applique les mêmes punitions que ce
ce dernier pour former les futurs caverniers. Comme la suspension nue pour ceux qui ne respectent pas les règles, ce qui colle bien avec son petit côté sadique même si c'est souvent représenté de manière comique. Ozen est une femme encore mystérieuse sur ses origines, mais l'on sait que pour créer un sifflet blanc, il faut perdre un être proche, et Ozen ne fait pas exception à la règle. On peut penser qu'elle ait perdu un partenaire, un élève, un membre de sa famille ou un compagnon d'exploration, et que cette personne comptait beaucoup pour Ozen. Ce qui expliquerait aussi sa personnalité actuelle, elle garde toujours une distance émotionnelle, elle refuse presque tout contact physique, elle parle souvent de manière brutale et cruelle. Mais en même temps, elle protège les enfants, elle a aidé Lisa à devenir sifflet blanc, elle a sauvé Marulk et la protège à sa manière. Et elle n'empêche pas Rico de suivre son chemin, même si cela est très risqué, ce qui donne l'impression d'une personne qui refuse de s'attacher à nouveau. L'Abysse est une machine à broyer les humains, mort constante, perte de compagnons, transformation physique et mentale. Et Ozen, après y avoir passé beaucoup de temps, sera changée, elle deviendra détachée, fataliste et brutale dans sa façon d'enseigner la réalité aux autres. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de cœur, mais qu'il est enfermé dans une carapace de protection. Lisa semble être une des rares personnes qu'Ozen respecte profondément et à qui il reste encore fidèle. Elle a gardé ses affaires et elle aidera à sa façon sa fille Rico dans sa décision de s'enfoncer dans les tréfonds. De même qu'elle sauvera Marulk et la protégera aussi à sa manière des dangers de l'Abysse à cause de sa fragilité de naissance. En fait, Ozen protège ses jeunes explorateurs à sa manière brutale, elle ne les console pas, elle les endurcit, parce qu'elle sait que la gentillesse ne sauve personne dans les abysses. Et c'est ce qu'elle fera avec Lisa, car elle sait que dans l'Abysse, la gentillesse peut tuer, et c'est une idée centrale dans l'œuvre. Ozen adopte alors une philosophie très claire. Ne pas mentir sur la dangerosité des tréfonds, ne jamais adoucir la réalité et surtout endurcir ceux qui veulent descendre. Quand elle maltraite Lisa, qui la veut comme mentor, et même plus tard avec Rico et l'égout, ce n'est pas de la cruauté gratuite, même si elle a quand même un petit côté sadique, c'est surtout une méthode pédagogique extrême. Elle veut vérifier une chose essentielle, est-ce que cette personne a vraiment la volonté de survivre dans l'Abysse? Et si Lisa l'a choisi comme mentor, c'est qu'elle a compris qu'Ozen est brutale mais pas malveillante, qu'elle ne romantise pas l'Abysse, et qu'avec la déformation qu'elle a sur son crâne et son corps, que c'est une exploratrice et des plus expérimentées, et surtout qu'elle est loyale. Une chose qui a une valeur immense dans un monde où la mort est constante, et dans l'absolu, une personne loyale vaut bien plus qu'une personne gentille. La relation entre Ozen et Lisa ressemble à un mentor extrêmement sévère et un élève obstiné qui refuse d'abandonner. Lisa revenait toujours malgré les refus d'Ozen, ce qui va créer un respect mutuel. Chez Ozen, le respect ne se gagne pas avec des mots mais avec la persévérance, et si Ozen respecte autant Lisa, c'est qu'elle possède justement ce que l'Abysse exige. Une volonté absolue, une capacité à accepter la réalité et la douleur, et une obsession pour descendre dans les tréfonds. Et c'est ce qui se passera quand elle verra Rico et l'égout. Quand elle était avec Lisa, elle a vu la naissance de Rico, elle a vu l'enfant de Lisa naître sans vie. Elle a participé à l'utilisation de la relique qui a ramené l'enfant de Lisa à la vie, et elle l'a aidé à le remonter à la surface. Autrement dit, pour Ozen, Rico n'est pas simplement la fille de Lisa, c'est une enfant qu'elle a vu mourir et revenir à la vie, et quand elle voit ce même enfant dire qu'il veut descendre dans les abysses, sa réaction est un mélange de colère et de peur. Elle est en colère car Lisa a risqué sa vie et celle de son enfant, la peur car Rico est encore une enfant et l'Abysse détruit même les adultes expérimentés. Sa promesse implicite faite à Lisa qui avait anticipé que Rico serait attiré par l'Abysse, et son pragmatisme car Ozen sait qu'elle ne peut pas empêcher quelqu'un comme Rico de descendre. Ozen comprend que c'est inévitable, alors elle teste Rico et l'égout exactement comme elle testait Lisa, avec une intimidation et des révélations cruelles sur les origines de sa naissance, avec une mise en danger à la fois de Rico et aussi de l'égout pour tester leur détermination et une pression psychologique extrême. Et là aussi, tout comme avec Lisa, elle cherche à savoir si Rico comprend vraiment ce qu'elle fait en descendant dans l'Abysse, et quand elle voit que Rico ne recule pas, Ozen change car elle voit en elle cette détermination que Lisa avait. Elle comprend aussi que l'égout est résistant et qu'il veut protéger Rico à tout prix. Et surtout, elle comprend que l'égout pour Rico est ce qu'Ozen avait trouvé avec Lisa, un partenaire fiable et loyal, déterminé à rester aux côtés de Rico et surtout qu'il a la capacité d'y rester. C'est à ce moment-là que Rico et l'égout ont enfin gagné le respect d'Ozen. Elle ne sera plus hostile envers eux, mais elle va commencer à les entraîner. Ozen ne cherche plus à les décourager, elle va les préparer réellement à l'Abysse. Elle n'est plus celle qui veut les protéger du danger, elle devient un mentor pour qu'ils avancent. Et c'est à partir de là que les choses vont avancer et que nos amis auront franchi une nouvelle étape pour continuer leur voyage dans les tréfonds. Ozen n'est pas froide parce qu'elle est insensible, mais bien parce qu'elle comprend que trop bien ce qu'est l'Abysse. Que c'est une machine qui attire des vies humaines dans ses profondeurs pour les détruire et avaler ceux qui ne sont pas à la hauteur, sans morale ni empathie, car telle est la nature de l'Abysse. L'histoire de Marulk et d'Ozen nous parle de plusieurs choses, d'une femme qui a perdu presque toute humanité à force de rester dans l'Abysse, d'une relation qui brise les carapaces les plus immuables, de la souffrance de voir se répéter les mêmes erreurs, d'une relique qui redonne espoir mais à quel prix, de la séparation de deux sœurs d'armes qui étaient très proches, d'un fragile trésor trouvé dans les tréfonds, d'un lien maternel qui naît dans le silence, d'une vie presque normale dans un environnement dangereux, de deux souvenirs du passé qui reviennent nous hanter, de la colère et de la peur de perdre ce qui a déjà été perdu, d'une promesse qui avait été donnée et d'un chemin maintes et maintes fois emprunté. Ozen est une femme d'exception et Marulk celui qui la maintient encore pour ne pas qu'elle sombre définitivement, mais comme on le sait, l'Abysse n'a que faire de ces choses-là. Et ce qu'elle leur réserve, seul l'avenir nous le dira, en espérant que ma vidéo vous ait plu et je vous dis à la prochaine pour continuer cette formidable aventure dans les tréfonds.